BFM Business, Intégral Bourse, plan de trading. Le plan de trading d'Intégral Bourse chaque lundi après-midi et c'est Marc Daguerre qui nous accompagne cette semaine, le président fondateur de DT Expert. Marc, bonjour. Bonjour Grégoire. Et par téléphone avec nous, l'un des analystes de tradingsat.com, le site boursier de BFM Business, Alexandre Tixier. Alexandre, bonjour. Bonjour Grégoire. On va parler du marché évidemment avec vous et des idées qu'on peut avoir dans ce marché un peu creux, il faut bien dire. Mais juste un mot d'une initiative que vous portez, je crois, Marc. Alors, je crois que le projet est en cours de finalisation, mais on pourra y revenir un peu plus longuement une fois que ce sera sorti de terre d'une certaine manière. Mais je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans ce rendez-vous qu'on essaye de rendre un peu pédagogique, humblement, autour du trading. Si le trading était un sport, ce serait un sport individuel. On est à peu près d'accord là-dessus. Mais comme dans tous les sports, et même dans les sports individuels, à un moment, certes, on est seul sur le terrain, face à soi-même, face au marché, face à son adversaire, mais ça n'empêche pas très souvent qu'il y ait aussi un travail d'équipe derrière. Et c'est un peu l'idée que vous avez aujourd'hui de vouloir peut-être se faire rencontrer des traders indépendants pour leur permettre d'échanger. On peut résumer les choses comme ça ? Absolument, c'est tout à fait ça. Si vous voulez, l'idée c'est, comme vous l'avez dit, par trading, on entend les gens qui aujourd'hui investissent en bourse et plus particulièrement sur des durées de temps relativement courtes, contrairement à ce qu'on appelle la gestion. Et l'idée qu'on a eue avec un de mes partenaires, c'est de créer des salles de trading exactement comme dans les salles de marché professionnelles qu'on connaît tous, enfin en tout cas du la métier. Profession connaît. Et même sur la profession, à travers les différents films que certains ont pu voir, on a une image plus ou moins. Voilà, c'est ça. Voilà. Une image, c'est bien. Une image, oui, voilà, parfois un peu caricaturale, mais parfois pas tant que ça. Et du coup, nous, on s'est dit pourquoi ne pas créer la même chose, mais pour des particuliers, c'est-à-dire qu'on connaît nous des gens qui font du trading pour eux-mêmes. Il peut également y avoir d'anciens justement traders professionnels qui souhaiteraient peut-être ne plus avoir les mêmes contraintes au travail tous les jours, mais se retrouver dans un univers où on leur proposera à la fois ce qu'on appelle des stations de trading avec exactement le même environnement, des news flows, c'est-à-dire l'environnement dont on a besoin pour être peut-être dans une sorte d'émulation différente avec d'autres personnes qui font la même chose que nous, et également des formations et l'assistance de traders professionnels qui seront là pour éventuellement guider, etc. Voilà. J'ai juste une question, Marc, mais oui, bien sûr. À l'heure des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, enfin, il y a quand même besoin, même à un moment, de se retrouver ensemble dans la même pièce. C'est ce que vous constatez. Enfin, oui, et d'abord, ce que vous dites est très vrai, et je trouve que c'est même plutôt une bonne chose, puisque chacun est un peu isolé en ce moment, et l'isolement en matière dans ce métier-là peut parfois être un petit peu difficile, parce que on a un stress, parce que parfois on aime bien aussi entendre ce que les autres disent, conforter son avis ou pas. Si jamais à un moment on a un souci, par exemple, pouvoir avoir une assistance rapide, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis ça permet aussi à ces gens-là de se retrouver dans un environnement qui est pas forcément celui de la maison, avec peut-être un téléphone qui sonne, les enfants qui se réveillent, etc. Voilà, je pense que c'est une idée qui est déjà en cours et on a déjà des demandes et qui existe énormément dans les pays anglo-saxons. Ouais. Par exemple, en Angleterre, en Allemagne, vous avez ça fréquemment. En France, ça n'existe pas encore et on s'est dit pourquoi pas essayer de lancer ça. Voilà. Alexandre, on vous retrouve par téléphone. Si vous avez d'ailleurs un commentaire, une remarque à faire là sur l'initiative de Marc, de votre expérience, je trouve que ce serait intéressant. Et puis votre sentiment de marché, Alexandre. Oui, alors effectivement, j'allais rebondir là-dessus. Cette initiative de Marc, elle est excellente, effectivement, parce que tout simplement, le trader, on en connaît autour de nous. C'est vrai que c'est un petit peu parfois l'isolement, même si Twitter répond à un besoin, il répond pas à tous les besoins. Et puis, d'un point de vue technologique, effectivement, d'avoir entre guillemets une salle de marché à disposition, avec un très haut débit, avec tous les outils et les abonnements nécessaires pour pouvoir effectivement suivre le marché, ça me paraît répondre à un besoin. Non, mais je trouve que attention à l'isolement, enfin, si on veut faire passer un message peut-être à ceux qui nous écoutent là, qui sont en train de se former à ces techniques de marché, attention, voilà, l'isolement ça peut être bien, peut-être aussi un moment pour garder la tête froide, se remettre les idées en place, et puis voilà, attention, comme dans tout. Il peut y avoir un excès qui nous fait prendre aussi peut-être de mauvaises décisions ensuite. Le marché, Alexandre, on en est où là ? Enfin, on a l'impression qu'on est au milieu de nulle part. Pour dire les choses. Alors effectivement, c'est pas très réjouissant. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, à défaut d'avoir une configuration qui est puissamment baissière, on a une configuration graphique qui reste morose, avec très peu d'espoir de voir repartir ça très rapidement. On a effectivement, moi j'ai remarqué un manque cruel de volume sur les plus bas des 6 mai
et 13 mai, donc on aurait pu penser peut-être un départ de W haussier, mais ça s'est complètement invalidé. Donc on est sur un marché flat, voire à tendance baissière. Effectivement, si le support vers 4230 venait à être rompu rapidement, ça me paraît très fragile comme support, donc c'est pas exclu. Qu'est-ce qu'il faut surveiller là, selon vous là je sais pas, on a beaucoup parlé des segments de la cote qui ont ce qu'on appelle du bêta, là, de la sensibilité à la tendance. Oui. Là, je vois aujourd'hui des CGG, des Valourec, des Arcelor qui bougent un petit peu plus que les autres. Est-ce que c'est des bons signes, ça ? C'est pas forcément des bons signes. C'est pas suffisant parce que même si on voit le CGG qui reprend pas mal, ça reste finalement assez mou par rapport à l'ampleur des pertes initiales et par rapport à ce qu'elle pourrait faire s'il y avait un vrai redémarrage de marché. Effectivement, ces valeurs que vous citiez, on peut rajouter Eramé, Technip, c'est des valeurs effectivement à fort bêta. On parlait beaucoup d'AXA, c'est un peu moins grand en ce moment, mais on va dire ce pool de valeurs, Valourec, CGG, Eramé, Technip, ce sont des vrais baromètres, tout autant que l'indice CAC 40 lui-même. Donc c'est vraiment là-dessus que chaque matin je fais défiler en priorité ce pool de valeurs. Pour compléter l'analyse avec le CAC, et force est de constater qu'on n'a pas un retour agressif d'appétit sur le risque sur ces valeurs. Pour moi, ça reste super fragile. Et puis, ce qu'on peut remarquer si on revient à l'indice CAC 40 lui-même, c'est que si ce support vers 4230, 4240 points cède, là on aurait à un moment donné en deçà les 4117 et encore après le gap donc du 15 février. Et je rappelle que ce gap du 15 février, sa borne basse, elle est un poil sous les 4000 points. Donc ça peut constituer un danger. Bon, configuration graphique morose, vous nous dites sur le marché. Marc, alors avec vos indicateurs techniques et avec la lecture que vous faites du marché, moi je constate juste, c'est de manière assez intuitive, je sais pas, aujourd'hui il y a par exemple l'or qui monte, mais le pétrole aussi est en train de monter. Les indicateurs d'aversion pour le risque, risk on, risk off, on a l'impression que tout est un peu déréglé là. Oui, et je pense que tout est déréglé depuis un certain temps. Mais ce que vous dites, je pense que là, ce qu'on retient de ce que vous dites surtout, c'est cette histoire de pétrole qui était jusqu'à il y a quelques mois encore le baromètre des indices en général. Et à mesure que le pétrole baissait, les indices se comportaient mal. Et là, le pétrole remontait en même temps que les indices. Sauf que depuis quelques semaines, comme vous dites, le pétrole lui a continué sa hausse, alors que les indices, eux, sont repartis à la baisse. Je pense effectivement qu'on est dans une zone très morose. Je continue malgré tout à plutôt favoriser la baisse. Comme je le disais les dernières fois, je suis venu chez vous en général. La rupture d'un canal tel que celle qu'on l'avait sur le CAC est quand même un signal baissier assez violent. Et ce qui s'est passé à l'approche du pullback dont je parlais, c'est-à-dire l'ancienne borne de support du canal qui devient aujourd'hui une résistance, qui maintient toujours les pressions vendeuses. Et pour moi, je pense que je préfère rester prudent. On n'a rien aujourd'hui comme indicateur notable à venir. On a eu des petites déceptions sur la Chine, qui a eu une production industrielle toujours en progression, évidemment, c'est la Chine, mais moins qu'attendu, et encore moins qu'il y a 2 mois. Et je pense effectivement que le risque est plutôt à la baisse qu'à la hausse aujourd'hui. C'est pourquoi dans le choix des valeurs que j'ai fait, il y a plutôt des valeurs baissières. Alors juste quand vous dites vous privilégiez un scénario de baisse, c'est quoi? Parce que on a fait grosso modo en avril, on a fait 4250, 4006 sur le CAC, et puis depuis on a refait 4006, 4250. Voilà. On a l'impression que c'est un partout, balle au centre là. Mais si vous continuez à ce stade de privilégier un scénario de baisse, c'est pour aller jusqu'où? Alors justement, là ça se fait par étapes, bien sûr. Absolument. Là, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a eu, on a eu 3 temps. On a eu la forte baisse qui a eu lieu en 1 mois et demi. On parle de 2016. Jusqu'à mi-février. Voilà, mi-février. De mi-février jusqu'à avril, il y a eu ce rebond assez intense. Et puis depuis, comme vous dites, des zigzags où on est passé, et on revient aujourd'hui autour des 4003 à peu près. Bon, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une phase de consolidation en 3 temps, dans lequel on était dans un range, c'est-à-dire entre 2 bornes qui sont restées flat, et comme disait Alexandre tout à l'heure, au niveau des 4002 à peu près, qui est pas un support très fort, comme il l'a dit lui-même. Même pour nous, techniquement, ça correspond pas à grand-chose. Il y a en dessous le fameux gap qui correspond aussi à une ancienne zone de résistance intéressante qui est autour des 4000, 4080. Mais je pense qu'on va aller tester ce gap-là, et que
Je privilégierais plutôt la cassure baissière. Et là, si vous me demandez le potentiel de baisse sur le CAC, pour moi, le premier objectif à moyen terme, c'est 3006. Voilà. Évidemment, ça, ce sont toujours des scénarios à un instant T, mais qui se confirment ou qui se retrouvent invalidés à un moment. Hein, voilà, mais toujours est-il qu'il faut savoir, j'allais dire, se mouiller un petit peu et dire voilà, tant qu'on est dans une zone grise, le but c'est pas toujours de dire on n'est pas des devins, on n'est pas des magiciens. Le but c'est pas de dire ça va aller là ou là. Le but c'est de dire voilà, là on est dans telle zone. En revanche, si on passe tel niveau, voilà le potentiel qu'on nous offre. Et à ce moment-là, il faut investir et agir sur les visions plus claires. Voilà. Et l'or, comme vous le disiez, remonte, continue de monter, et ça reste un indicateur de contre-tendance sur les grands mouvements de marché. Ça marche encore, ça. Sur les grands mouvements de marché, ça marche depuis une trentaine d'années régulièrement. On regarde les grandes tendances. Quand l'or monte, les marchés stagnent. Quand les marchés stagnent, l'or remonte. Voilà. Bon, donc vous privilégiez plutôt des actions à la vente. Alors concrètement, vous nous proposez 3 idées aujourd'hui. Il y en a 2 à la vente et une à l'achat. Vente de Air France et vente de Lagardère, je vois, et achat de SEB. Qu'est-ce qu'on peut dire là de ces trois idées que vous nous proposez? Alors j'ai pris une valeur à l'achat parce que d'abord, il faut savoir parfois se couvrir. Comme si j'arrive à chaque fois que le marché est un peu baissier, j'amène 3 valeurs baissières, et bon, dans des zigzags comme ça, c'est un peu difficile. Donc j'ai fait ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire au cas par cas. J'ai regardé les valeurs et j'en ai trouvé une qui avait peut-être un potentiel de hausse intéressant, donc je l'ai sélectionnée. Pour les 2 autres, pour l'instant, donc Air France, effectivement. Alors Air France, d'abord Air France, on entend toujours Air France va mal, voire très mal. On entend parler de suppression de postes, etc. En dehors de ça, techniquement, la valeur avait bien monté entre juin 2012 et juin 2014, mais depuis janvier 2013, pour être plus précis, elle est dans une forme de zigzag que nous on appelle chez nous en tête-épaule, c'est-à-dire ça forme des épaules et une tête, c'est-à-dire que le marché ne retrouve pas d'impulsion. Et l'objectif majeur de ce genre de figure se trouve sur ce qu'on appelle une ligne de coût. Alors c'est très imagé, mais ça veut dire ce que ça veut dire. On voit la tête, les épaules, voilà, la ligne de coût, exactement. Donc le coût aujourd'hui se situerait vers les 5,6 € exactement, ce qui reste quand même un potentiel assez intéressant à prendre sur. D'autant qu'on a plus de 7 € là sur Air France, grosso modo aujourd'hui. Hein, ça fait plus de 20%, 24% à prendre à la baisse sur cette valeur-là, avec pour le coup graphiquement assez peu de risques vu les cassures des récents supports. Je pense que c'est une valeur, c'est un coup assez sûr à jouer là pour moi. Bon, et puis Lagardère aussi, là vous dites, il y a eu une vraie rupture de tendance récemment. Hein. On était dans une tendance haussière plutôt longue depuis un petit moment, et tout ça s'est cassé assez récemment. Alors depuis décembre 2011 exactement, le titre avait effectivement repris pas mal de poils de la bête et on était revenu au-dessus des 25 €, mais comme vous l'avez dit assez récemment, il y a 2 mois à peu près, en mars dernier, il y avait une oblique de soutien qui supportait bien les cours depuis ce point bas de 2011, et cette oblique est venue être totalement cassée de façon assez nette par en plus ce qu'on appelle un gap baissier, c'est-à-dire un gap, ce qu'on appelle un trou de cotation. C'est quand les marchés manifestent un fort essoufflement, et lorsque le gap n'est pas rapidement comblé, ce qu'on appelle nous techniquement, ça risque d'être un gap d'essoufflement, c'est-à-dire que marquer une correction qui a déjà démarré, mais qui pourrait être pour nous beaucoup plus importante. Et là encore, de façon assez sécuritaire, un objectif entre 17 et 14 € à venir sur cette valeur-là. Alors qu'on est un petit peu en dessous de 22 € actuellement pour le titre Lagardère. Et puis un mot alors de votre couverture, SEB à l'achat, Marc. Alors SEB, bizarrement une valeur qui tient bien le coup. J'allais dire presque une valeur défensive, alors que c'est pas vraiment son but premier. Mais SEB a techniquement également validé exactement comme Lagardère, comme on dit, l'analyse technique, c'est quelque chose de symétrique. Hein, c'est-à-dire que la hausse, la baisse, totalement symétrique. Sauf que là, c'est à la hausse pour SEB. Donc un gap haussier qui, en avril 2015, donc il y a un an, avait validé un nouveau potentiel qui, pour nous, est loin d'être épuisé. Depuis, les cours ont bien tenu, malgré, comme vous l'avez vu, une conjoncture quand même assez difficile ces derniers temps. Et aujourd'hui, la valeur a fait face à la zone psychologique des 100 €. Mais on pense, chez Data Expert, que cette zone ne tiendra pas longtemps et que le titre devrait effectivement pouvoir repartir avec des objectifs, là pour le coup, entre 114 et 128 €. Bon, voilà, donc achat sur SEB. Alexandre, je me retourne vers vous à nouveau. Alexandre Tixier, analyste pour tradingsat.com. Votre idée cette semaine, vous aussi, vous avez choisi une valeur au sein du CAC 40 avec une configuration graphique baissière, et c'est Peugeot. Oui, effectivement, là, ce qu'on voit, on parlait de
d'épaule, tête-épaule tout à l'heure, effectivement Marc en parlait. Là, on a une configuration sur Peugeot qui s'en rapproche, même si c'est pas un cas d'école parfait. On a une configuration qui peut nous évoquer ce type de configuration, et effectivement, si ça lâche, on peut aller chercher bien plus bas. Hein. Donc, puis je rappelle que voilà, c'est pas nécessaire d'avoir des figures parfaitement validées pour décider d'un trade. L'important, c'est vraiment d'identifier le sentiment dominateur des opérateurs. En l'occurrence, ces vendeurs. Donc, la stratégie va être de vendre à découvert le titre. On peut viser les 11,71 €, qui sont les plus bas du 11 février, tout en plaçant un stop légèrement au-dessus des 14 €. Et je préciserai peut-être une stratégie alternative pour ceux qui veulent couvrir les positions acheteuses qu'ils ont déjà sur Peugeot, qui ont envie de les vendre, ou les investisseurs actifs qui sont en quête d'un peu plus d'effet de levier. J'ai sélectionné un turbo put, donc sur le même sous-jacent Peugeot, de Mnemo J393B, émis par BNP Paribas. La barrière désactivante est pas très proche, 17 €, ce qui confère un effet de levier assez raisonnable qui est proche de 3. Oui, c'est ça. Pour couvrir, si on est déjà acheteur et actionnaire de Peugeot, pour couvrir éventuellement le risque de baisse du titre, ou pour une position plus spéculative avec un peu de levier. En tout cas, ça reste pour vous une configuration baissière sur le titre Peugeot. Aujourd'hui, on le voit, le titre est une des plus fortes baisses du CAC, moins 1,7%, autour de 13,45 €. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Marc Daguerre, président de DT Expert, et Alexandre Tixier, analyste pour tradingstat.com, le site boursier de BFM Business.